Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, mine de rien, je vais vous parler d'un film culte. Mais bon, comme tous les longs métrages, assumés en tout cas, de son réalisateur James Cameron, et il s'agit ici de The Abyss, ou Abyss tout court, en version française, sorti en 1989, mais c'est bien de sa version 1993, donc longue, dont je vais parler ici. Alors, ce n'est pas son plus grand succès, loin de là. Mais depuis, il est quand même très réhabilité, tant et si bien que, enfin, là, il vient d'avoir la fameuse sortie 4K que beaucoup de gens espéraient. Il y a eu quelques projections mondiales, pas en France, il me semble, à la fin de l'année dernière. Donc, c'est l'occasion d'évoquer une œuvre dans laquelle nous retrouvons acteurs et actrices quand même reconnus, forcément. Ed Harris en particulier, y compris celle qui joue sa future ex-femme, Mary Elizabeth Mastrantonio. C'est aussi la présence du fétiche de James Cameron. Michael Biehn, à nouveau dans la peau d'un militaire, mais ici il est très méchant. C'est aussi la présence de Kimberly Scott, dont c'est le premier rôle, ou alors, mais très vite fait, notamment au début, Chris Elliott, qui est là, ouais, avant Un jour sans fin, au mari à tout prix. C'était quand même un acteur qui a accompagné mon adolescence. Et autant le dire, Abyss, c'est quand même un film que j'apprécie particulièrement et avec lequel j'ai une relation particulière. Mais avant, petit synopsis, alors on va faire très simple, là pour pas trop en dire, il y aura une zone spoiler pour parler du final, bien sûr. On va suivre en fait un navire de la US Navy au début qui tombe là et attention, il porte des ogives nucléaires, donc c'est dangereux, il faut peut-être essayer de trouver des survivants, mais surtout rapatrier l'engin ou petit truc nucléaire qui pourrait faire beaucoup de mal, surtout à la fin des années 80. Alors, le film se passe au début des années 90, futur proche, mais bon, à l'époque où il a été fait, c'était encore la guerre froide. Donc, pour cela, on va appeler des foreurs pétroliers, afin donc de descendre là. Mais aussi, évidemment, tout ceci va être supervisé par des militaires, comme ça, qui visiblement vont prendre les choses en main. Bon, tout ça pour dire surtout qu'on va se concentrer sur le chef des foreurs, joué par Ed Harris, et sa future ex-femme, parce qu'ils sont séparés depuis un petit moment, mais pas encore divorcés, l'importance de la bague, qui mène les opérations océaniques, etc. Donc évidemment, là, nous avons des retrouvailles forcées sur un contexte compliqué, et derrière, il va falloir surtout gérer le leader là, des Marines, joué par Michael Biehn, qui va vite péter un plomb. Voilà, voilà. Et bon, ça c'est la base de l'histoire, mais vous connaissez quand même au moins de réputation, si vous n'avez pas vu le film, ce qu'est Abyss, c'est avant tout de la SF, enfin avant tout. C'est quand même vendu en tant que tel. Donc, en allant au plus profond, à un moment, ils vont tomber nez à nez, tous ces humains, avec des créatures lumineuses, inconnues. Rencontre du troisième type, version James Cameron, un petit peu quand même, mais bon. Et forcément, derrière, ça va partir un petit peu en mode doute. Qu'est-ce qu'on fait avec ces créatures? Est-ce qu'on les suit? Est-ce qu'on les détruit? Et puis il y a le nucléaire à côté. Et c'est de la survie aussi qui va se mettre en place dans un univers assez claustrophobe, au plus profond, avec un James Cameron qui a montré qu'il aimait beaucoup les profondeurs, et ce n'est que le début. Et on est à deux doigts de l'horreur aussi, et du film catastrophe par moment, mais c'est aussi, et avant tout pour moi, et ça va peut-être vous surprendre, et ceci je le développerai quand même en zone spoiler, une vraie histoire d'amour, qui va anticiper Titanic, et oui, à plus d'une raison. Cependant, Abyss s'inscrit aussi dans la droite lignée de Aliens, ou Terminator, et pas que par la présence de Michael Biehn. Côté un peu militaire, référence aux technologies aussi, qui peuvent être un danger pour la planète, la survie de l'humanité au sens large, ou ici, à la fois sens large, mais plus intimiste. Évidemment, ce sont les questionnements de James Cameron, mais là, on n'a pas une bébête méchante comme dans Aliens, qu'il faut exterminer. Non, on a quelque chose qui a l'air plutôt potentiellement bienveillant et positif. Mais attention, du point de vue américain, il faut toujours avoir un doute. Alors, c'est quand même ce genre de film qu'il faut, comme ça, remettre en avant, parce que il y a quelque chose d'intéressant dans le cinéma de James Cameron. Plus je vieillis cinématographiquement, et plus je me questionne sur certaines choses. Parce que, oui, pour beaucoup, c'est un humaniste. En soi, sur certains points, de toute façon, c'est indéniable, il l'est, à sa manière, quoi qu'il arrive. Pour pas mal de personnes, c'est plutôt un antimilitariste, pas forcément qui aime beaucoup traiter positivement l'Amérique, puisque de toute façon il est canadien, mais il a fait sa carrière à Hollywood quand même. Et pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus ambigu.
Voilà. Avatar a autant été mis en avant pour son côté peace, écologie, etc. que son côté militaire. Il faut quand même bien se défendre et péter la gueule à ceux qui veulent nous envahir, hein, quand même. Bon. Là, Aliens, quand je l'ai revu, il y a quelques années, oui, j'avais eu des petits doutes, et plus ça va, plus j'y pense, et moins j'apprécie. D'ailleurs, c'est peut-être le Aliens, enfin la saga Alien, que j'apprécie le moins. Et ça, je sais que ça va choquer pas mal de gens derrière l'écran. Parce que, ouais, les militaires, là, ouais, c'était important quand même. Sauf qu'ici, dans Abyss, c'est peut-être l'œuvre la plus touchante, avec Titanic, bien sûr, et presque la plus niaise. Mais attention, je mets des guillemets. J'expliquerai ça vraiment après. Hein. D'un artiste qui, à l'époque, a un petit peu mis quand même sa fascination pour tout ce qui est guerrier, même s'il voulait le dénoncer plus d'une fois. Il y a quand même une forme de fascination de mettre toujours des soldats dans ses films, dans tous les sens, ou des méchants à base de terrorisme, etc. True Lies, par exemple, après. Hein. Donc oui, hein, bien sûr. Mais là, tu sens qu'il y a un gros cœur derrière. Bah, tout simplement parce qu'à l'époque, James Cameron était presque en train de perdre sa femme, instance de divorce ou pas loin, je ne sais pas. Hein, bon. Et là, tu le vois, hein, l'histoire entre les personnages donc de Bud, qui est joué par Ed Harris, et de Mary, et j'ai plus son nom en tête, j'ai toujours du mal avec le nom de cette actrice, pourtant extraordinaire, hein, Mary Elizabeth Mastrantonio, Lindsay Brigman, qui ne veut pas qu'on l'appelle comme ça d'ailleurs, hein, plus ou moins, mais bon. On le voit là, cette relation-là qui va porter tout le film. Quoi qu'il arrive, ils vont toujours être ces deux au centre des décisions, des moments de sacrifice, d'aller de l'avant, etc. Toujours. Et tu as l'impression qu'en fait, tout ce délire SF, catastrophe, bien sûr aussi, hein, écolo, intéressé hein, là-dessus, plus paix que guerre, mais tout ceci est un prétexte parce que son couple battait de l'aile à l'époque, et James Cameron avait envie d'espérer aussi, et de mettre du positif derrière. Et finalement, c'est son œuvre la plus, j'allais dire optimiste, oui, on peut le dire. On va mettre True Lies à part, hein. Parce que déjà c'est un remake, mais même c'est un peu une récréation pour James Cameron, même si j'aime ce film et j'en parlerai probablement quelque part cette année. Là, il y a vraiment quelque chose de fort, et je pense pas qu'on puisse ici avoir trop de doutes ou de dilemmes en mode est-ce que ça serait quand même pas un peu à double sens? Non, c'est presque un poil trop frontal, mais moi je trouve que c'est ça qui fait quelque part une forme de poésie dans un film qui est quand même dur hein, sur certains moments. Hein. Il y a des personnages qui souffrent, il y a deux doigts de... Hein. Bon, c'est assez prenant là-dessus. La notion de sacrifice est toujours très présente chez Cameron de toute façon, avec un personnage féminin fort, comme toujours chez Cameron, ou comme très souvent en tout cas. Même si là, c'est pas la badass qui en mode qui vient de l'armée ou qui a plus ou moins eu un entraînement, bon, marqué dans le premier Terminator non plus, hein, c'est plutôt dans le deuxième. Donc, il y a vraiment tout ce qui fait le cinéma de Cameron, mais avec une couche plus suave, plus qui a envie de tenter, même dans des moments difficiles, de mettre l'humain par-dessus et de nous faire avoir une fascination, alors non plus trop pour les armes, même s'il y a cette ogive nucléaire évidemment hein, qui est là, mais pour donc d'autres créatures qui pourraient être en fait le reflet miroir d'humains qui n'aurait que le bon, parce que l'effet miroir en a un moment dans les effets spéciaux, hein, je ne vais pas en dire trop là sur le design si vous n'avez pas vu le film, bon, je pense quand même que 95% des personnes qui sont sur cette vidéo ont vu le film, mais voilà, le fluide là qui traverse comme ça et qui prend comme visage qui voit en forme, oui, d'ailleurs ça a dû inspirer Donnie Darko après, avec cette histoire de fluide, alors c'est pas de l'eau, mais il y a du visuel comme ça qui revient, et qui a inspiré d'autres œuvres par la suite, bien évidemment. Et puis ouais, et t'as James Cameron rêveur qui a eu cette idée de film très jeune, enfin il devait avoir 17-18 ans, quand il a appris qu'on pouvait avoir la possibilité de respirer sous l'eau grâce à un fluide que l'on voit dans le film. Il y a une expérience qui est faite sur un rat vraiment supervisé et tout, apparemment le rat a survécu, hein. Il y a eu quelques petites critiques là-dessus, mais apparemment non, le rat n'a pas été sacrifié pour le tournage, mais ça lui remonte depuis longtemps cette idée-là, et puis la fascination qu'il avait pour le Titanic, qui doit être aussi antérieure à Abyss. Et là, toute la technologie qu'il va mettre en œuvre pour que ce soit réaliste et qu'il puisse aller au bout en filmant donc sous l'eau, dans une ancienne centrale nucléaire apparemment qui a été Cameron quoi. Jusqu'au boutiste sur ce point, même avec ses actrices, acteurs, il y a eu des histoires, mais comme d'habitude quoi. Et la vraie technologie absolue, pour 1989, c'est absolument incroyable. La façon de tourner, et comment on s'est tourné, mais aussi les effets spéciaux, qui ont peut-être mal vieilli par moment, mais bon, la restauration 4K va faire des miracles. Là. Je dis ça, j'ai pas vu hein, la version 4K, j'avoue, mais j'en parle quand même maintenant. Et
Donc, évidemment, ça anticipera après ce qu'il fera beaucoup de documentaires sous-marins. C'est un fan de Cousteau aussi, et Titanic. Et Titanic, il y aura l'amour aussi. Donc franchement, sans Abyss, pas de Titanic. Ou alors, ça aurait été différent. Et là, allez, zone spoiler, hein, on va pas attendre, parce que ça sert à rien d'attendre trop. La version longue, déjà, elle est très intéressante là-dessus, parce qu'elle va très loin avec le tsunami final, mais on arrive au bout, donc oui, bon, il y a le méchant qui meurt. Le personnage est très écrit. On voit que Cameron, il voulait pas se prendre la tête avec le méchant, il en a fait un militaire très méchant, voilà. Lui, ce qu'il voulait, c'est l'amour et la paix. Et à la fin, oui, les aliens vont sauver le personnage de Ed Harris, après que celui-ci ait accepté le sacrifice, presque, hein, de sa femme, scène remarquable, très forte, qui m'a toujours touché. Après, il la ressuscite hein, en mode à fond, il veut y croire jusqu'au bout. C'est comme si Cameron était là en mode « Non, 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 on ne divorcera pas, chère épouse qui est en train de ne plus être mon épouse. » C'est vraiment ça. Et oui, il y a une scène de résurrection, si on veut, qui rappellera une scène entre Charlie et Claire, ou je sais plus dans Lost, la série Lost. Oui. Et donc, oui, à la fin, Ed Harris va mourir. Non, il va être sauvé par les créatures, qui ne sont pas des extraterrestres, pour moi. Enfin, peut-être, mais pour moi, ce sont des créatures qui sont là peut-être même depuis avant l'humanité, sous les eaux et tout. Peut-être qu'elles viennent d'une autre planète, ça, on s'en fiche, mais ce sont des entités qui se sont développées sur la planète, mais loin des humains. Et là, il y a enfin le premier contact qui montre qu'en fait, elles en ont marre aussi de ces méchantes créatures humaines au-dessus, avec cette ogive nucléaire qui pourrait les détruire aussi. Et ils ont envie de faire table rase avec le tsunami, mais finalement, en voyant l'amour incroyable, le retour du couple, si vous voulez, Harris Massantonio, finalement, les extraterrestres vont sauver Bud et arrêter de vouloir détruire la Terre, donner une autre chance à l'humanité, parce que si des créatures peuvent s'aimer comme ça, finalement, c'est possible que le bien arrive. Oui, c'est naïf, mais c'est beau. Moi, je trouve ça beau, et quand tu découvres ça assez jeune, ça marque, et le revoir derrière, finalement, on avait aussi besoin de cela, surtout à fin 89, un blockbuster positif comme cela, qui va peut-être pas dans la profondeur de toutes les choses, profondeur si, évidemment, visuellement, là, mais vous m'avez compris, mais je trouve qu'il y a quelque chose de fort, et ça va très bien avec le côté SF doux de ces créatures-là, hein. Après tout, hein, en compte du troisième type, E.T., c'est vrai qu'il y a un côté Spielbergien, finalement, dans ce Cameron, plus que dans d'autres. Hein. Donc, moi, je dis oui, bien sûr, avec ces images, hein, on voit toutes les horreurs de la Terre, mais bon, finalement, il y a l'amour quand même. Hein. Taper sur ordinateur, tiens, l'amour quand même, love, comme ça, parce qu'elle s'écrivait des messages, c'est intéressant ça aussi. Donc oui, et puis elles sont belles les créatures quand même, hein, qui représentent des créatures sous-marines déjà. Je crois que c'est Moebius qui est derrière un petit peu le projet visuel, donc ça ne peut être que bien. Voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin ici dans l'analyse, parce que c'est un film qui c'est vraiment une sensation, c'est une expérience, c'est du pur blockbuster, c'est Cameron. C'est le Cameron d'avant et le Cameron d'après, c'est une œuvre de charnière, je pense, dans sa carrière, qui est une œuvre aussi charnière fin années 80, on voit le délire des années 80 américains au cinéma, mais aussi canon ces années 90. C'est un film qui est vraiment là, 89, fin de la guerre froide qui approche, il tombait plutôt bien le film, quoique non, parce que c'est censé se passer 4-5 ans après avec toujours la guerre froide, mais finalement non. On n'a pas tout à fait anticipé ça, Cameron, bon, peut-être qu'il imaginait que c'était quand même pas trop loin. Donc oui, c'est un film qui est marquant, qui est important, qu'il faut remettre en avant, qui ressort là, donc maintenant plus aucune excuse de ne pas le voir, ou de ne pas le redécouvrir, et lui redonner une chance si vous trouvez que c'est pas forcément le film le plus majeur de l'histoire, mais pour moi c'est l'un des Cameron les plus intéressants, les plus intenses, les plus humains, les plus forts dans l'émotion, avec Titanic, oui. Terminator 2 c'est autre chose, c'est probablement mon Cameron préféré, mais bon, il y a de l'émotion autre aussi, hein. Plutôt mère et fille et tout, mais voilà. Mère et fils, pardon. Mais en tout cas, à vous maintenant la parole. Dites-moi ce que vous pensez de ce Abyss, si vous comptez le découvrir. Vous l'avez peut-être déjà découvert en version 4K d'ailleurs. N'hésitez pas à mettre votre témoignage ici. Est-ce que cette restauration vaut le coup? Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.